Donc, merci à Fashion Green Hub pour l'invitation. Pour moi, c'est une première en France et puis en français également. Donc, merci pour ça. J'ai plus l'habitude d'intervenir donc à l'international. Je suis Teddy Pagbia et comme Chloé l'a annoncé, je suis le fondateur et le CEO d'un cabinet de conseil en innovation digitale et en prospective, Black Pixel. Et en fait, on adresse les sujets d'innovation digitale dans certaines verticales, le luxe, la mode, l'hospitalité, l'art et le divertissement, et notamment le retail. Voilà. Et on se focalise sur le texte, enfin sur les briques technologiques du métaverse, qui sont la blockchain, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, et notamment les systèmes avancés de gestion de données. J'ai un parcours, je dirais, académique classique, plutôt en sciences et techniques, une formation d'ingénieur, et j'ai évolué pendant à peu près quasiment 20 ans dans les services numériques, donc la direction de différentes industries, des projets d'infrastructure, de transformation numérique et autres en France et à l'international, principalement en Afrique subsaharienne aussi. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que le métaverse? C'est une grande question avec laquelle je vais, enfin, et puis je vais essayer de vous répondre et de vous donner des pistes de compréhension et de réflexion. On va déjà, pour essayer de comprendre le mot, repartir sur la définition étymologique. Donc, on a méta, mais qui vient du grec, en fait, méta, et vers, qui est la contraction du mot univers. Et grosso modo, le métavers, qui est constitué donc de ces deux mots, c'est une notion qui fait appel à un univers virtuel, totalement immersif, qui se superpose ou qui se mélange avec le monde réel pour créer une autre dimension. Donc, on a méta, qui nous vient donc du grec, et qui est dérivé de métaphysique. Pourquoi? Parce que en fait, dans les classes, on avait toujours les matières fondamentales, donc physique, mathématiques, etc. Et cette notion qui est héritée donc de Platon, méta, qui est tirée de son ouvrage, qui pose la question de qu'est-ce que c'est que l'humanité, qui sommes-nous, où allons-nous, toutes les questions métaphysiques, entre guillemets. Ces matières-là fondamentales qui questionnaient l'humanité ont été abordées avant les sciences dures, je dirais, qui sont la physique, les mathématiques, etc. Donc, méta, c'est avant, enfin, ça veut dire qui vient avant, qui est supérieur dans l'ordre des choses, entre guillemets, et duquel découle tout le reste. Donc, méta-univers, si on se réfère au sens étymologique du terme, ça voudrait dire un univers supérieur, un univers premier dans l'ordre des choses duquel découle tout le reste, ce qui est quand même assez intéressant. Et quand on se réfère donc à l'origine étymologique de ce mot et à comment il a été utilisé par Neil Stephenson, qui est un auteur de science-fiction, et qui a écrit le livre Snow Crash, en fait, qui raconte justement une histoire d'anticipation, en fait, dans un monde futuriste, où est-ce que l'humanité vit dans un monde virtuel, totalement immergé, immersif, avec des avatars et puis tout ce qui va avec. Et c'est un univers virtuel, il est appelé le metaverse en anglais. Mais je trouve que le mot a plus de sens et plus de profondeur en français lorsqu'on le traduit. Aujourd'hui, le métavers est considéré comme la prochaine itération de l'Internet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la technologie a atteint un niveau de maturité, d'efficience suffisante aujourd'hui pour commencer à converger. Donc, les différentes technologies, en fait, qui composent l'Internet. L'Internet, c'est quelque chose d'intangible. C'est un espace intangible dans lequel on va pour avoir accès à des ressources, que ce soit un site web, que ce soit une base de données, un jeu en ligne, ou etc. Donc, ce n'est pas un endroit en soi, en fait. C'est quelque chose qui est comme ça dans l'éther, entre guillemets. Mais l'Internet est composé
Ce qui donne naissance à l'Internet, c'est une interconnexion entre différents systèmes, différents réseaux, différents serveurs, data centers, etc., qui eux, sont bien physiques. Donc, et n'oublions pas que Internet nous vient de l'anglais, qui veut dire Interconnected Networks. Donc, en fait, des réseaux interconnectés qui créent un espace virtuel dans lequel on peut avoir accès à des ressources digitales. La prochaine itération de cet Internet, qui est donc le métaverse, inclut plus que les serveurs et les ressources habituelles, que les data centers habituels. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des technologies qui, il y a quelques années, étaient dites émergentes, qui ne sont pas forcément aujourd'hui totalement mainstream, totalement grand public, en fait, mais qui ont déjà commencé à avoir une certaine maturité technologique et un taux d'adoption suffisant pour qu'on commence à voir des nouveaux usages émerger et des nouveaux outils émerger, justement. Mais ces outils qui amènent ces nouveaux usages. Je vais vous expliquer. Les technologies socles du métaverse sont la blockchain, la réalité augmentée pour tous les environnements virtuels, la réalité virtuelle notamment, là, avec l'intelligence artificielle et les systèmes de gestion de données avancés, la data. Et grosso modo, quand on commence à assembler une ou deux outils issus de ces briques technologiques, on commence à avoir un embryon de métaverse. Donc, je pense qu'il y a un amalgame qui est fait par beaucoup de gens, ce qui est normal parce qu'on est au tout début d'une innovation. Je dirais plus qu'une innovation, c'est une révolution anthropologique d'une autre ampleur que celle d'Internet. Je vais vous expliquer pourquoi. L'amalgame est fait parce qu'on considère des plateformes immersives de jeux en ligne ou autres comme des métaverses. Non. Si le métaverse est la prochaine itération de l'Internet, les verses, entre guillemets, ces plateformes immersives, sont le futur des sites web. Donc, on ne peut pas dire qu'un site web aujourd'hui, c'est l'Internet. Donc, on ne peut pas dire qu'une plateforme immersive, que ce soit Fortnite ou Roblox ou autre, est un métavers. C'est un verse. On peut dire en Roblox-verse ou en Fortnite-verse, mais ce n'est pas le métaverse. Le métaverse, c'est une notion qui est encore plus, je ne vais pas dire ésotérique, mais presque métaphysique et aussi intangible que l'Internet. Donc, une fois ça dit, en fait, on comprend que c'est une convergence de différentes technologies qui amènent des nouveaux outils, qui amènent des nouveaux cas d'usage. Et on va faire un peu de rétrospective par rapport à l'histoire d'Internet. L'histoire d'Internet, ça a commencé avec l'histoire de l'évolution des télécommunications. Et ça, l'homme a toujours essayé de communiquer de tout temps. D'abord avec des signaux de feu, enfin, vous allez dans la grotte de Lascaux, Cocorico, on voit quand même qu'il y a eu un besoin pour l'homme de transmettre son histoire, son héritage, mais de raconter des choses qu'il a en lui, des choses qu'il a dans sa tête, et l'envie de le partager avec d'autres. Et c'est là où, quand on revient à l'étymologie du mot, qu'est-ce que c'est qu'être humain, c'est fondamental en fait. On se rend compte qu'en fait, ce besoin d'exister passe notamment par le fait d'être reconnu dans les yeux des autres humains, donc de nos congénères. Donc c'est d'échanger, de communiquer des idées, des informations, de faire du commerce, etc. Parce que aucun homme ou femme n'est une île. Et donc, ça a été les signaux de feu, ça a été les pigeons, et dès qu'on a pu tirer le premier câble
transatlantique, enfin, avec l'Angleterre. Voilà, donc c'était vraiment l'évolution des télécommunications pour passer une information d'un point A à un point B, et après d'un point A à un point B, C, D, et de créer en fait tout un réseau pour pouvoir échanger, pour pouvoir communiquer le plus rapidement possible, le plus efficacement possible, sans qu'il y ait distorsion du message. Et quand lorsque Internet arrive, en fait, on a des acteurs traditionnels du monde des télécoms qui se sont emparés, parce que c'était dans leur prérogative, on va dire. En France, on a eu France Télécom qui s'est occupé du câblage. Aux US, on a eu AT&T qui est l'équivalent de France Télécom. Et donc, l'idée, c'était de connecter les gens, de connecter les entreprises, avec leurs fournisseurs, avec leurs clients, aussi bien B2B que B2C. Et donc, on a eu un grand boom, un grand changement, parce que du coup, en fait, on avait accès au monde à travers une fenêtre, avec un clavier et une souris, à portée de clic. Donc, quelque chose de jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'auparavant, c'était difficile de pouvoir atteindre un autre endroit de la planète si vous n'aviez pas forcément les moyens. Mais pour voyager, pour prendre l'avion, il y a d'autres temps, il fallait prendre le cheval, la carriole, puis le bateau, et ça coûtait extrêmement cher. Et puis bon, ça prenait des mois pour voyager. Enfin, tout change. Aujourd'hui, il y a des choses qui ont totalement changé dans notre manière de vivre, aussi bien individuellement avec nos proches qu'avec nos communautés au sens large. Et aussi en tant que professionnels, entreprises, avec leurs clients, etc. Donc, on a vu l'émergence du e-commerce et puis tout ce qui va avec. Donc, dans besoin de communication, on a créé des infrastructures pour pouvoir communiquer, pour pouvoir échanger des idées, de la donnée, des services, entre autres, dématérialisés. Et cette notion de service est importante parce que c'est ce qui vient en fait, par-dessus la couche technique d'infrastructure. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'en réalité, pour le commun des mortels, la partie infrastructure, on s'en fout. C'est ce que ça nous permet d'accéder et ce que ça nous permet de faire, mais qui est intéressant. Et ça, mais pour tout le monde. Et c'est là où le métaverse prend tout son sens quand on regarde comment Internet a bouleversé le fonctionnement de nos sociétés. Aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Sans Internet, la pandémie aurait été une catastrophe mondiale. On aurait certainement régressé de quelques années, ou voire même de plusieurs siècles. Donc, ce sont des choses comme ça qu'il faut garder à l'esprit pour aborder la question du métaverse et la révolution anthropologique qui va avec. Et quand on parle d'anthropologie, on parle de tout ce qui constitue nos sociétés humaines. Sur le plan économique, notamment, Bloomberg estime, pour vous dire, parce qu'on parle de quelque chose de très émergent, de très innovant, et je crois qu'il y a à peu près seulement une cinquantaine ou une soixantaine de personnes dans le monde qui comprennent vraiment ce que c'est et qui essaient de donner de la voix, en fait, pour que nos institutions, pour que le public soit informé et puisse préparer ce futur qui frappe déjà en fait à notre porte, et qu'on ne soit pas pris par un raz-de-marée sans avoir eu aucune sorte de préalable ni aucune préparation, comme ça a été le cas avec Internet. On a légiféré après, alors que l'innovation était déjà là et que tout le monde s'en était déjà rendu. Enfin, RGPD est arrivé quasiment 20 ans après la création de l'Internet, quoi, au sens global. Donc, c'est pour vous dire tous les enjeux qui vont avec. Bloomberg estime, au niveau économique, les retombées du métaverse à 800 milliards de dollars d'ici 2024, dans 3 ans. Et je pense encore que c'est la fourchette basse. Pourquoi ? Parce qu'il se base sur l'économie
sur l'économie existante aujourd'hui dans le métaverse. Donc, c'est tout ce qui touche à l'infrastructure, toutes les plateformes immersives, ce qu'elles dégagent et ce qu'elles génèrent comme revenu. Ça permet de faire des projections pour anticiper. Nathalie, on a parlé tout à l'heure, tout ce qui est play to earn, enfin, in-play, enfin, tous les skins et les accessoires que vous pouvez acheter dans des jeux, en fait, aussi. Donc, ils ont pris ça comme notion de base pour estimer le commerce du métaverse. Tout ce qui concerne le trading, les échanges, les transactions de NFT, mais ils n'ont pas forcément pris en compte tous les autres usages qui peuvent générer de l'économie et qui vont émerger du métaverse et qu'on ne sait pas anticiper aujourd'hui quels vont être ces usages. Il y a de ça à peu près 5 ans, entre 5 et 10 ans, on estimait que plus de 80% des métiers, des nouveaux métiers de 2030 n'étaient pas encore créés. Ce qui se passe, c'est juste que les choses avancent plus vite que prévu. Et ces métiers, évidemment, je pense que les métiers du métaverse en fait également partie. Et si on parle de métiers du métaverse, on parle également des retombées économiques ou des enjeux économiques qui vont avec. Donc voilà. Et pour le luxe seul, ce qui concerne la mode, Bloomberg estime déjà pour 2022 le marché à 50 milliards d'euros. Énorme. Et quand on parle de révolution anthropologique, notamment l'économie et tout ce qui va avec, la notion d'identité et la notion de représentation dans ce monde virtuel est importante parce qu'elle nous concerne tous au sens individuel et en tant que communauté. Je vais essayer de prendre quelques exemples pour vous expliciter ça. Le champ des possibles est sans limite. Parce que vous avez un univers totalement virtuel, totalement digital, que ce soit par la réalité virtuelle ou par la réalité augmentée, qui vous permet de vous représenter comme vous le souhaitez, pour être au plus près de l'image que vous faites de vous-même. Et le secteur de la mode est pour moi, c'est le secteur le plus propice pour pouvoir parler notamment de cette notion d'identité. Le vêtement n'est pas qu'un apparat, c'est une extension de soi. Il y a une relation très intime avec le vêtement, pour ne pas dire fusionnelle, parce que c'est une couche supplémentaire qu'on choisit de mettre directement au contact de notre peau. Donc, notre premier contact avec l'extérieur, je parle au niveau corporel, se fait à travers le vêtement, en fait, clairement. Et ce vêtement exprime ce qu'on est, comment on se perçoit, l'image qui nous renvoie de nous-mêmes, l'image qu'on a de nous-mêmes, et comment on aimerait être perçu par les autres. Donc, ce n'est pas c'est pas quelque chose d'anodin, et c'est pas quelque chose de... désolé, excusez-moi, je cherche mes mots. Foolish, c'est pas anodin, c'est pas voilà, c'est un rapport intime important qui nous ramène à la notion de notre identité individuelle, personnelle et de comment est-ce qu'on aimerait être perçu par les autres. Donc maintenant qu'on se retrouve avec un médium qui nous permet d'exprimer encore plus loin, sans aucune limite, aucune contrainte physique, qui on est et comment on aimerait être perçu par les autres, et que ça peut changer selon notre humeur, selon l'activité sociale auquel on va participer, et selon aussi le moment de la journée, ou bien peu importe, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus aucune limite. Et ce qui touche justement, dans le domaine de la mode, à comment est-ce qu'on adresse ces nouveaux besoins. Et là, pour les créatifs, pour un monde créatif, c'est une mine d'or, parce que la créativité est totalement
totalement libéré, au-delà des notions de supply chain, d'économie d'échelle, parce que justement, on coupe une partie de la production physique. L'un n'est pas là mais pour remplacer l'autre. Je rejoins Nathalie sur ce point-là, ce qui est très vrai. Mais cette notion de libérer la créativité, aussi bien pour les clients, mais surtout pour les créateurs, est vraiment sans limite. Imaginez que vous pouvez, enfin, c'est pas que vous pouvez, on le peut maintenant, grâce au métaverse, créer des vêtements qui soient faits de matières qui n'existent pas dans le monde réel ou qu'on ne saurait manipuler dans le monde réel. Je sais pas moi, une robe en plume de phénix, mais qui prendrait feu selon notre humeur ou quoi qu'est-ce, des baskets en poussière d'étoiles ou autre. Et il n'y a plus aucune limite. Et sur le plan individuel, rien ne m'empêche de me représenter dans le métaverse comme une belle blonde nordique d'1,80 m, 65 kilos. Voilà, c'est parce que peut-être qu'au fond de moi, c'est une des facettes personnalité que j'ai envie d'exprimer de la sorte. Donc, vous voyez, et ça pose des questions qui sont fondamentales, qui sont d'ordre éthique, mais qui sont aussi d'ordre moral, d'ordre de la liberté d'expression. C'est un canvas, en fait, c'est une toile blanche qui permet de complètement matérialiser notre imaginaire, aussi bien individuel mais que collectif, et le rendre un peu plus tangible. Parce que rien n'exclut de pouvoir créer des mondes entiers qui, pour moi, je prends mon cas, mais ça peut être n'importe qui, représenter votre vision du monde ou tout simplement votre monde intérieur. Et plus que de seulement pouvoir le produire et le rendre plus tangible pour les autres, mais les idées, en fait, parce qu'on pense en termes de concepts, on ne pense pas en termes de mots, en fait. Donc, si on peut matérialiser nos idées par des choses, par des expériences très concrètes, par des représentations du monde très concrètes, et en plus avoir la possibilité d'inviter d'autres personnes à l'intérieur pour venir voir, expérimenter notre vision du monde, c'est le degré ultime de la communication interhumain. Donc, au-delà, communiquer au-delà des mots. Donc, on rentre presque dans le domaine de la télépathie, sauf que là, on peut le rendre plus tangible et plus réel. C'est ça le métaverse, et qui est permis par la convergence de toutes ces technologies dites émergentes et qui permet de créer une nouvelle réalité, en fait, qui fusionne totalement les mondes virtuels, enfin le monde digital et le monde réel, et toutes les autres dimensions entrent et au-delà. Donc pour la mode, c'est une opportunité incroyable qui permet une créativité sans limite, sans aucune contrainte. Et je vais revenir un peu sur la notion de NFT. Donc, on va revenir sur des choses un peu plus concrètes, là, un peu moins métaphysiques. Les NFT sont issus de la technologie blockchain. Donc, NFT tient pour Non-Fungible Token. Ce sont des tokens qui sont non fongibles. Ce sont des jetons, excusez-moi, qui sont non fongibles. Un jeton non fongible, qu'est-ce que ça veut dire? Le côté fongible de la chose, ça veut dire que on va prendre une pièce d'1 €. J'ai une pièce d'1 €. Je vous donne une pièce d'1 €. Vous me rendez une pièce d'1 €. Ça ne fait aucune différence pour moi. C'est la même pièce, ni pour vous, ni pour moi. Chaque euro a la même valeur. Chaque euro est identique. C'est ça la fongibilité des jetons. Un jeton non fongible, ça veut dire que si je vous donne 1 €, vous ne pouvez pas me redonner 1 € qui sera l'équivalent de l'euro que je vous ai donné. Il faudrait que vous me donniez exactement la pièce d'euro que je vous ai remis pour que ce soit équitable. D'accord? Et ce qui fait que c'est... pourquoi la technologie blockchain permet ça? Parce que la blockchain a une notion
d'immuabilité, c'est-à-dire que vous pouvez, la blockchain n'est pas falsifiable, n'est pas modifiable, c'est-à-dire une fois que quelque chose est inscrit dans la blockchain, voyez ça comme une espèce de livre, de grand livre, en fait, où on peut écrire à plusieurs mains, n'importe qui peut venir écrire, mais ce que vous écrivez, vous ne pouvez pas l'effacer. Et personne ne peut l'effacer, en fait. Donc, vous pouvez raconter une histoire sur plusieurs pages, petit bout par petit bout, et à chaque fois que vous allez écrire, on va reconnaître que c'est vous, parce que vous avez une identité qui est inscrite et qui est, en fait, repérable à chaque fois que vous écrivez. Donc, une espèce d'écusson ou bien quoi que ce soit. Voilà, donc une identité numérique. Ce qui fait que justement, il y a une notion de traçabilité. C'est pour ça que le monde de la mode s'intéresse à la blockchain pour des notions de supply chain, de traçabilité, pour des notions voilà, d'éthique au niveau de la production, tout ce qui va avec, parce qu'il y a cette notion de traçabilité, parce que rien ne peut être effaçable et il y a l'identification qui va avec. Et les NFT s'appuient sur la même technologie, ce qui veut dire que vous pouvez créer des jetons digitaux qui ont des propriétés uniques, en fait. Et dans ces propriétés uniques, il y a une notion d'identité qui peut être associée à la notion du créateur du NFT, à la notion du propriétaire du NFT, etc., etc. Donc, celui qui crée le NFT, il est marqué à vie sur le NFT, ce qui est très intéressant. Donc, c'est comme une étiquette sur un habit, qui veut dire que cet habit vient de telle ou telle marque. Sauf que j'arrache l'étiquette, j'en mets une autre, ça passe, ni vu ni connu. Donc, c'est intéressant aussi pour tout ce qui touche à la contrefaçon, etc. Donc, ce NFT, en fait, le créateur est raccroché au NFT, donc ineffaçable, c'est pas modifiable, c'est pas hackable, on ne peut pas hacker la blockchain, ça s'est pas encore vu. Du coup, c'est intéressant parce que comme ce sont des assets qui sont digitaux, vous pouvez mettre en place des business models qui sont intéressants, comme l'a dit Nathalie tout à l'heure, par rapport aux sacs, en fait, qui peuvent permettre de donner une vie digitale au sac, mais aussi dans la vie réelle. Parce que si votre sac que vous avez acheté est raccroché à un NFT, on va dire c'est un sac Hermès ou autre, bref, donc on sait que le créateur c'est Hermès, et on voit les différents propriétaires du sac, parce que chaque fois que quelqu'un rachète le NFT, il rachète le sac, forcément, puisqu'il rachète le sac et que le NFT est rattaché au sac. Donc, on peut voir en fait la liste de tous les propriétaires du sac. Et on peut encoder dans ce NFT, en fait, des propriétés qui touchent aussi à est-ce que le sac a été révisé, est-ce que la anse a été revue, enfin, les propriétés sont infinies et il n'y a de limite que les besoins, l'imagination et le service proposé. Et Hermès, par exemple, dans la cape de revente, peut encapsuler dans ce NFT de ces sacs qu'ils peuvent toucher une commission de 1%, 2%, 3% à chaque revente du sac. Donc, vous voyez, en tant que marque, les possibilités sont juste incroyables. Ce qui fait qu'à chaque fois que le sac va passer de main en main, de transaction en transaction, qui vont se faire sur la blockchain, donc grâce donc au fameux wallet et puis tout ce qui va avec, donc automatiquement, sans que vous n'ayez rien à faire, parce que c'est encodé dans le NFT, en fait, la transaction va se faire et vous toucherez vos royalties toute la durée de vie de votre produit. Ce qui est intéressant parce que ça permet aussi d'accrocher des services en fait sur ces NFT qui sont accrochés au fait que ce NFT vient de chez vous, qui peuvent être des notions de garantie ou de goodies, etc. Et donc ça, peu importe le propriétaire du sac, puisqu'on voit la liste des propriétaires du sac sur le NFT, la personne a juste à se présenter, en fait, et on vérifie, ah bah tiens, c'est bien vous, ok, donc le truc est encore sous garantie. Enfin, bref, ça ouvre la porte des possibles qui est totalement sans aucune limite. Je sais que le temps est plutôt court et que cette notion de métaverse est très très large. Donc je vous ai présenté une vision un peu plus globale, en fait. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas un espace, il n'y a pas des métavers, il y a un métavers comme il y a un Internet, et que les verses, que les univers
sont le futur des sites Internet. Et ces fameux verses, en fait, sont composés pas seulement que des plateformes immersives, mais de toutes les plateformes immersives, toutes les plateformes digitales et tout ce en fait, qui constitue l'univers de la marque, l'univers de l'entreprise ou l'univers des individus. OK? Et ça pose encore de manière plus précise cette notion qu'on a vu émerger ces 10 dernières années en Europe, mais un peu plus longtemps aux États-Unis et dans les pays nordiques, qui est la notion de la mission d'entreprise. Pourquoi? Parce que les consommateurs ont besoin maintenant c'est un réveil, en fait. Pourquoi? Parce que le monde est plus connecté, l'information passe de plus en plus vite, donc tout le monde sait tout ce qui se passe dans le monde entier en temps réel, et donc ça éveille des questions qu'on ne se posait pas auparavant parce qu'on avait juste accès à son seul écosystème. Donc des questions de valeur, des questions de j'achète pas un produit juste pour acheter un produit, donc qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Est-ce que la marque est une marque responsable? Est-ce que c'est une marque dans laquelle je me reconnais? Est-ce qu'elle soutient les mêmes causes que moi? Est-ce qu'elle soutient les mêmes valeurs que moi? Dans les métavers, ça va être encore plus crucial. Pourquoi? Parce que si on pose la question de l'identité des individus, on pose également la question de l'identité des entreprises, l'identité des marques. Donc maintenant, c'est au-delà du site web. C'est-à-dire que si vous créez un monde immersif qui représente vos services, vos produits, votre univers, comment allez-vous le designer à l'identité de votre entreprise? Très bien. Quelle est cette identité? Et du coup, quelles sont les causes que défend votre entreprise? Allez-vous représenter ce monde comme le désert du Sahara, comme le jardin d'Éden, ou comme Mars ou Pluton, ou au-delà? Tout ça constitue l'identité de l'entreprise. Donc, comment est-ce que vous définissez l'identité de l'entreprise? Comment est-ce que vous définissez ses missions et ses valeurs vont être cruciaux, en fait, pour entrer dans le métaverse. Parce que vous allez designer des expériences dans lesquelles vos cibles, vos clients, vont s'immerger. Votre communauté, ce ne sont plus des clients, c'est une communauté dans laquelle votre communauté va s'immerger. Et rien n'exclut que ces communautés, enfin rien n'exclut, ça va être le cas, vont être co-créateurs de votre univers, donc de votre marque. Pourquoi? Parce qu'ils vont y rentrer, de votre entreprise, parce qu'ils vont y rentrer et ils vont faire partie. C'est comme, on va dire, la France qui fait pas. Ce qui fait la France, c'est pas le territoire, c'est le territoire et les personnes qui y sont. Donc, si vous créez votre monde qui représente votre entité, votre entreprise, votre marque, ce n'est pas seulement que l'expérience que vous allez y vivre. La France, c'est ses châteaux, c'est les châteaux de la Loire, c'est les vignobles, c'est tout le patrimoine, mais aussi les gens aussi font partie de ce patrimoine. Donc, vous allez designer le monde à l'image de votre identité, à l'image du patrimoine de la marque, à l'image de ce que la marque représente, à l'image de comment la marque se voit, et les gens vont venir peupler, parce qu'ils vont se reconnaître, parce qu'ils vont avoir un sentiment d'appartenance à cet univers, mais ils vont faire partie de cet univers. Donc, ils vont aussi faire partie de votre univers, donc de votre marque. Donc, ils vont constituer à définir ou redéfinir son identité, notamment. Donc, pour les marques, c'est le premier point, avant d'aborder le métaverse, définir votre identité, votre mission, vos valeurs. Après, c'est identifier de manière très précise quelles sont les briques technologiques que vous avez déjà en interne. Ce n'est pas que pour les grands, hein, Vuitton ou autres, hein, d'accord? C'est pour tout le monde. C'est Internet. L'Internet du futur, c'est l'Internet pour tout le monde. L'Internet aujourd'hui, c'est l'Internet pour tout le monde. Donc, ce qui veut dire que l'Internet du futur, c'est aussi l'Internet pour tout le monde. Il faut le comprendre, ça. Donc, l'idée, c'est vous savez que la blockchain et les NFT existent, vous n'êtes pas obligé de créer votre blockchain. Vous pouvez embarquer sur des blockchains publiques qui existent déjà. Les NFT, n'importe qui, aujourd'hui, peut miner
Donc, un NFT, ce n'est pas quelque chose qui coûte excessivement cher. Mais voilà, après, il faut comprendre quelles sont les fonctionnalités qui vont derrière pour pouvoir réfléchir comment est-ce que vous l'intégrez dans votre offre produit, ce qui est très intéressant. Après, il y a la réalité augmentée et la réalité virtuelle, qui sont des choses quand même un peu plus poussées. Et l'idée, c'est de se dire, il y a des plateformes qui existent déjà, dans lesquelles vous pouvez créer des univers comme Roblox ou autres, et il y a d'autres projets qui sont plus, on va dire, qui sont plus ciblés, où est-ce que vous pouvez designer votre site web en 3 dimensions, etc. Il y a ça. Au niveau de l'intelligence artificielle, ce sont des notions de chatbot ou autre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un chatbot? Si oui, comment rendre ce chatbot plus vivant ou plus animé? Donc, plutôt que d'avoir une fenêtre qui s'ouvre, ça peut être un petit bonhomme qui va venir et qui va échanger avec votre client par la voix et par l'image, parce qu'il va bouger, donc il va interagir, etc. Donc, si vous avez un chatbot, vous pouvez déjà imaginer un peu qu'est-ce que peut être un chatbot dans un métavers. Ça peut être un avatar qui est géré par une intelligence artificielle, par un algorithme, donc comme un chatbot, simplement, mais un chatbot un peu plus évolué. D'accord? Après, il y a tout ce qui touche à comment est-ce que vous collectez, comment est-ce que vous analysez et comment est-ce que vous exploitez la data. Ok? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà? Oui ou non? Jusqu'à quelle profondeur, jusqu'à quel niveau vous le faites? Et comment vous pouvez utiliser ça pour automatiser les choses, lancer des actions, des campagnes, etc. Donc, grosso modo, dans le métavers, l'utilisation de la data va servir à designer des expériences sur mesure pour vos clients. Donc, personne par personne, ou communauté par communauté, groupe par groupe. L'idée est là. Donc, vous voyez, donc on part de quelque chose de... Je suis parti de quelque chose de très ésotérique, voire métaphysique, pour arriver à des choses très concrètes, pour que vous voyez un peu le cheminement qu'il y a entre, et que ce n'est pas quelque chose de si lointain que ça, c'est déjà là, et que les briques sont déjà existantes. L'idée, c'est juste quand on commence à faire converger plusieurs de ces briques, on commence déjà à rentrer dans le métaverse, donc à être metaverse ready. Okay, ce qui veut dire que vous allez pouvoir y aller plus facilement. Sur le point de vue personnel, donc je vous dis, enfin, individuel et professionnel notamment, donc à travers Black Pixel, on anticipe que d'ici 10 à 15 ans, le métaverse sera devenu la norme pour tout le monde, pour toutes les entreprises et les individus, sera devenu mainstream, en fait, parce que on voit Facebook qui change de nom en Meta, c'est pas anodin, l'une des plus grandes entreprises du monde, sinon la plus influente. Facebook, c'est 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuellement. C'est un tiers de la population mondiale. Si c'était un pays, ce serait le plus grand pays au monde. Donc, c'est pour vous dire la capacité d'influence et le pouvoir de Facebook. S'ils font la transition de Facebook à Meta, c'est pas pour rien. Ça veut dire que Facebook et Instagram sont déjà des produits du passé. Ils sont déjà en train de travailler sur la prochaine étape, la prochaine phase. Donc, c'est pas une lubie. Comme au tout début d'Internet, si vous vous souvenez, les gens disaient ouais, mais vendre des choses sur Internet, e-commerce, c'est quoi ce truc, machin. Ah, j'y crois jamais. Moi, j'ai ma boutique. Non. Maintenant, on se rend compte que il fallait prendre le train en marche. Donc, il faut réfléchir. Déjà, il faut s'acculturer et commencer à réfléchir à comment poser les premières briques pour aller vers ça. Donc, c'est primordial et c'est un travail que justement nous faisons à Black Pixel avec l'ensemble de nos clients. Merci beaucoup, Teddy, pour toutes ces explications. On voit que les marques vont avoir un vrai travail à faire de réflexion autour de leur raison d'être et de leur identité pour pouvoir apprivoiser cette nouvelle réalité, en tout cas ces nouveaux mondes. Il y a une question qui est hyper intéressante que je vais te poser. Donc c'est une des personnes qui a assisté à la conférence qui dit « Il n'y a pas de durée de vie limite à des produits ici des NFT » ou on est d'accord qu'il n'y a pas de durée limite, enfin du durée de vie limite. Un NFT n'a pas de durée de vie limite. Donc, tant que la blockchain sur laquelle il a été miné vit, tant que le système est up, donc ça veut dire, en fait, la blockchain est composée, tout comme Internet, de différents nodes, on appelle ça. Les nodes, ce sont ça peut être votre ordinateur,
le mien, sur n'importe qui. Donc, à partir du moment où un élément du réseau est encore actif, le NFT vit. Ok. Et donc, est-ce que ça pose pas de problème pour stocker tous les objets qui seront mis sur ces plateformes? Parce que stocker, c'est de l'énergie. Donc, quid un peu de l'éco-conception de la mode virtuelle, quoi? C'est un vrai sujet aujourd'hui. Et je sais qu'on en parle beaucoup à l'international, très fortement, et qu'il y a des consortiums qui travaillent dessus. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Donc, ça va dépendre de la conception énergétique, des data centers qui vont émerger cette quantité immense de données, mais aussi en fait des protocoles qui vont être utilisés sur la blockchain. Est-ce qu'ils vont consommer de la mémoire vive ou pas, etc., sur nos ordinateurs? Voilà. C'est un problème qui est vraiment global, en fait, et qui ne se limite pas qu'au NFT. Et en réalité, en posant cette question, on pose la question de les technologies de l'information, donc l'informatique, de manière générale, l'informatique mondiale. Quelle est l'empreinte carbone de l'informatique mondiale et à quel point peut-on essayer de la réduire? On a encore tout à inventer alors. Encore tout à inventer. Et une deuxième question, même chose sur les NFT, c'est vraiment pas hackable? Non, c'est pas hackable. La blockchain n'est pas hackable. Okay. Ce qui est hackable, c'est si on arrive à trouver, en fait, à prendre votre clé d'identification. Là, le hackable, c'est le facteur humain, en fait. C'est au moment de la transaction. C'est comment est-ce que vous sauvegardez votre clé, quoi. C'est juste ça. Mais sinon, en tant que système, c'est un système totalement inattaquable aujourd'hui, quoi. Et quand on entend qu'il y a eu des fuites ou des vols, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment de la transaction, quelqu'un s'est fait passer pour quelqu'un d'autre parce que la personne a laissé traîner son code quelque part. Si vous laissez le numéro, enfin le code de votre carte bleue sur votre bureau et que je passe à côté, je le vois, ah ben évidemment, là je peux le prendre. C'est de ça dont on parle. Tous les hacks possibles, enfin tout ce qui est arrivé aujourd'hui en tant que vol ou fuite sur la blockchain n'ont été que des cas comme ça. Mais le système en lui-même est totalement inviolable. D'accord. Et alors, je prends la dernière question. Est-ce qu'il y a une blockchain écologique? Est-ce que ça existe? Il y a des initiatives aujourd'hui, mais je ne dirais pas qu'il y a une blockchain écologique. C'est plutôt une notion de cas d'usage. Pourquoi? Parce qu'on a différents moyens de miner des nouveaux blocs. En fait, les blocs, c'est les pages, ce sont les écritures dans ce grand livre lesquels la blockchain, sur lequel tout le monde peut venir écrire. C'est-à-dire qu'on écrit à la suite et quand une page est finie, on tourne l'autre, on écrit. Et en fait, chaque personne qui vient écrire, c'est une nouvelle empreinte, donc c'est un nouveau bloc. Et en fait, ces blocs, pour les inscrire, ils doivent être inscrits sur tous les systèmes, tous les nodes du réseau, entre guillemets. En tout cas, qu'il y ait une empreinte d'identification qui soit présente sur tous les nodes du réseau. D'accord? Et ce bloc, en fait, pour qu'il soit créé, il y a cette notion d'authentification et de vérification qui doit se faire sur le réseau, en fait, qui s'appelle c'est les preuves, la preuve d'authentification. Et cette preuve d'authentification peut se faire de plusieurs manières. Et l'une des manières est de le faire par effectuer un calcul aléatoire que doit résoudre les participants du réseau pour que le bloc soit créé. Et ça, effectivement, ça consomme de la mémoire, ça consomme du CPU et c'est énergivore. Mais il y a d'autres méthodes d'authentification et de vérification pour créer le bloc qui sont moins énergivores. Donc, il n'y a pas de blockchain écologique, c'est seulement la méthode de vérification qui peut être différente des différentes blockchains, qui peut être différente des différents cas d'usage de la blockchain qui peuvent permettre de réduire le coût énergétique.